RDC. Tshisekedi face au piège Boulos et Trump. La République démocratique du Congo traverse un moment crucial de son histoire. Alors que Massad Boulos, émissaire de Donald Trump, met Tshisekedi devant ses responsabilités, la pression internationale s'intensifie pour imposer au Congo un agenda de paix qui pourrait dissimuler un piège. Brassage avec le M23, concessions territoriales, accords dictés de l'extérieur. Mais les Congolais savent qu'une paix imposée sans victoire militaire est une illusion. Cette analyse explore en profondeur les enjeux, les menaces et les choix qui attendent Tshisekedi et le FARDC, appelés à décider si l'avenir du Congo se jouera dans la soumission ou dans la résistance. La scène politique congolaise est une nouvelle fois secouée par les propos directs et sans détour de Massad Boulos, l'émissaire américain envoyé par Donald Trump pour la région des Grands Lacs. Cet homme, qui s'est déjà distingué comme artisan de l'accord de paix de janvier entre Kigali et Kinshasa, vient désormais rappeler au président Félix Tshisekedi que l'heure des compromis approche. Derrière ces appels à la responsabilité et à un dialogue inclusif, nombreux sont ceux qui perçoivent une stratégie soigneusement calibrée. Imposer au Congo une paix artificielle, construite sur le dos des victimes, et qui risque d'ouvrir la voie à une nouvelle forme de domination étrangère. En affirmant que la guerre de l'Est n'est plus seulement régionale, mais intercongolaise, Boulos introduit un glissement sémantique dangereux. Il banalise l'agression rwandaise, il dédouane Kagame et son appareil militaire, et il renvoie la faute au peuple congolais lui-même. Cette ligne de discours ne doit rien au hasard. Elle prépare le terrain pour exiger de Kinshasa des concessions majeures, telles que le brassage et le mixage des troupes FARDC avec les combattants du M23, ou pire encore, l'abandon de territoires stratégiques aux mains de groupes armés présentés comme interlocuteurs légitimes. Une telle orientation est inacceptable. L'histoire récente a démontré que chaque fois que le Congo a accepté de diluer son armée nationale dans un processus de brassage, il en est ressorti affaibli, infiltré, trahi de l'intérieur. Les épisodes de mixage qui ont suivi les accords de Sun City ou de Nairobi n'ont jamais apporté la paix. Ils ont permis au contraire au M23 et à d'autres rébellions de consolider leur réseau, de gagner du temps et de transformer la FARDC en une structure poreuse, où la loyauté envers la République est constamment minée. Exiger aujourd'hui que Tshisekedi relance ce cycle infernal, c'est demander au peuple congolais de répéter une erreur qui a déjà coûté des milliers de vies et fragilisé l'État. La question fondamentale est donc la suivante. Pourquoi Massad Boulos insiste-t-il tant sur ce type de solution? Derrière le discours policé de l'émissaire américain se cache une vision géopolitique. Donald Trump, dans sa volonté de jouer au pacificateur, cherche à inscrire son nom dans une nouvelle victoire diplomatique qu'il pourrait brandir devant ses électeurs comme une preuve de son génie. Mais cette victoire, il veut l'obtenir vite, sans tenir compte de la complexité historique et humaine de la crise congolaise. Pour Trump, peu importe que le Congo paye le prix, pourvu que la Maison-Blanche puisse annoncer un accord, une poignée de main, un cliché triomphal. Or, une paix précipitée n'est jamais une vraie paix. Elle n'est qu'un cessez-le-feu déguisé, une illusion qui prépare de nouveaux massacres. Les Congolais doivent se souvenir, chaque fois que la communauté internationale a imposé une solution sans victoire militaire, le résultat a été catastrophique. Les accords de Lusaka, de Pretoria, de Sun City, tous ces textes signés sous pression ont abouti à une paix boiteuse, violée presque immédiatement par des acteurs cyniques. Le Rwanda, le M23, l'Ouganda, tous ont su exploiter la naïveté congolaise et la complaisance occidentale pour relancer les hostilités. Tshisekedi est donc devant un choix historique, céder à la tentation d'un accord qui lui offrirait un répit diplomatique, mais qui trahirait le sang des victimes, ou ordonner au FARDC de se préparer à l'offensive qui seule pourra restaurer la souveraineté nationale. Le FARDC n'a pas le luxe d'attendre. Chaque jour de trêve unilatérale affaiblit ses positions, tandis que le M23 consolide les siennes. Chaque cessez-le-feu respecté par Kinshasa et violé par Kigali est une humiliation supplémentaire.
Les Congolais le savent, les Wazalendo le répètent. On ne négocie pas la sécurité nationale avec un agresseur qui ne comprend que la force. Paul Kagame n'a jamais respecté un seul accord signé avec Kinshasa. Sa stratégie est fondée sur le mensonge, la duplicité et l'exploitation de la communauté internationale. Miser sur un accord de Doha, comme le préconise Massad Boulos, c'est rejouer la même partition avec les mêmes acteurs et attendre un résultat différent. C'est une illusion. L'accord de Doha est présenté comme la pièce manquante du puzzle. Mais quel puzzle? Pour les Congolais, il ne manque aucune pièce. La crise de l'Est est le produit d'une agression étrangère, du pillage organisé de leurs ressources et de l'impunité totale dont jouit le Rwanda grâce à ses soutiens occidentaux. Le puzzle est complet et sa forme est claire. Un pays riche, dépecé par ses voisins avec la complicité d'élites locales corrompues. Ajouter Doha à ce tableau n'apportera rien, si ce n'est un vernis diplomatique destiné à masquer la continuité de l'injustice. C'est pourquoi le peuple congolais doit être vigilant. Massad Boulos n'est pas un médiateur neutre. Il est le porte-voix d'une administration américaine obsédée par ses propres intérêts, et non par la justice pour les victimes de Beni, de Rutshuru ou de Bunagana. Sa rhétorique de dialogue inclusif doit être décodée. Inclusif signifie intégrer les criminels de guerre dans le système politique, récompenser les rebelles pour leurs massacres, légitimer le M23 comme acteur politique. Pour Kinshasa, céder à une telle logique serait non seulement un affront à la mémoire des victimes, mais aussi une abdication pure et simple de sa souveraineté. La seule voie crédible est celle de la force. Tshisekedi, s'il veut entrer dans l'histoire, comme le président qui a sauvé l'unité nationale, doit rompre avec l'illusion de la diplomatie stérile et préparer le FARDC à l'offensive. Cela ne signifie pas refuser toute négociation, mais comprendre que la négociation n'a de poids que lorsqu'elle est adossée à une victoire militaire. Sans rapport de force, la diplomatie est un piège. Les Congolais doivent comprendre qu'il vaut mieux une guerre courte et décisive qu'une paix trompeuse qui prolonge l'agonie. La vigilance doit également porter sur l'homme derrière l'accord, Donald Trump. Sa réputation de négociateur brutal et pressé n'est plus à démontrer. En voulant s'imposer comme artisan de la paix en RDC, il ne cherche pas à défendre les intérêts des Congolais, mais à servir sa campagne et son image. Un Congo affaibli, obligé de signer sous pression, offrirait à Trump une victoire médiatique facile. Tshisekedi doit mesurer ce danger. Ce n'est pas parce qu'une solution est portée par la Maison-Blanche qu'elle est favorable au peuple congolais. Dans cette logique, chaque Congolais doit rester mobilisé. Les élites politiques, la société civile, les Wazalendo, les FARDC, tous doivent se préparer à un scénario où l'ennemi ne viendra pas seulement de l'extérieur, mais aussi des pressions diplomatiques. Le plus grand piège serait de croire qu'une paix imposée par Washington et Doha est synonyme de stabilité. Au contraire, elle préparerait la fragmentation définitive du pays. L'heure est donc venue de choisir. Soit la RDC accepte l'agenda de Boulos et de Trump et elle se condamne à une dépendance éternelle, soit elle prend son destin en main et elle ordonne au FARDC de lancer l'offensive pour reprendre Bunagana, Rutshuru, Masisi et rétablir l'autorité de l'État. Tshisekedi doit se rappeler que l'histoire n'attend pas. Un peuple qui refuse de se battre pour sa dignité finit toujours par la perdre. Si l'on pousse le raisonnement plus loin, on voit se dessiner une mécanique déjà connue dans d'autres crises où l'obsession d'un accord rapide devient plus importante que la justice, la sécurité et la souveraineté. La grammaire est immuable. D'abord, on force un cessez-le-feu que la partie agressive ne respecte qu'à moitié. Ensuite, on annonce un dialogue inclusif qui, sous couvert de réconciliation, installe au cœur de l'État des acteurs armés dont la raison d'être est précisément la contestation armée de l'État. Puis, on propose un schéma de brassage et de mixage présenté comme pragmatique, temporaire, purement technique, mais qui, dans la pratique, ouvre un boulevard à l'infiltration, à la captation des renseignements, à la démoralisation des troupes loyales et, au final, à la répétition du cycle de rébellion. On referme la boucle par des promesses de DDR assorties d'amnistie partielle,
pendant que les réseaux de financement et de contrebande restent intacts. Cette dramaturgie risque de devenir, avec la pression actuelle de Washington et l'empressement de Trump, à signer une paix, la trame imposée à Kinshasa. Et c'est précisément pour briser ce scénario qu'il faut préparer l'offensive, non par amour de la guerre, mais par souci du rapport de force, sans lequel aucune paix n'est solide. Préparer l'offensive pour le FARDC, ce n'est pas un slogan martial, c'est une stratégie méthodique, avec des conditions politiques, militaires et psychologiques. Politiquement d'abord, Tshisekedi doit verrouiller un consensus national minimal sur des lignes rouges indiscutables. Pas de concessions territoriales, pas d'intégration de cadres M23/RDF accusés de crimes graves, pas de zone tampon qui neutralise de fait l'autorité congolaise sur des axes stratégiques, pas de patrouilles conjointes qui deviennent des prétextes permanents à la présence d'éléments hostiles sur le sol congolais. Ce consensus ne sera crédible que s'il est porté au-delà de la majorité présidentielle, le Parlement, des figures de l'opposition patriote, les autorités religieuses, les mouvements citoyens, les gouverneurs des provinces affectées, tous doivent endosser un pacte de souveraineté. L'idée n'est pas de museler le débat, mais de placer la souveraineté et la sécurité des civils au-dessus des clivages. Tant que l'ennemi écoutera à Kinshasa des voix influentes plaider l'abandon de ces lignes rouges au nom d'un pragmatisme fataliste, l'ennemi croira que la pression diplomatique suffira à tordre le bras du Congo. Militairement, une offensive n'est pas forcément un choc frontal immédiat. Elle commence par la phase de préparation, invisible mais décisive, réorganisation des unités, rationalisation logistique, audit sans complaisance de la chaîne de commandement, rotation des éléments épuisés, médicalisation avancée et surtout supériorité informationnelle. La capacité de connaître l'adversaire, ses dépôts, ses relais, ses itinéraires, ses points d'appui, ses liaisons radio, ses opérateurs de drones, ses équipes de propagande, vaut parfois une brigade supplémentaire. L'Est du Congo impose une tactique fine. On ne dégage pas Masisi, Rutshuru, ni Ragongo, Sake et les abords de Goma avec des colonnes aveugles. On isole, on asphyxie, on coupe, on détruit les nœuds logistiques, on fait tomber les positions phares par encerclement et pression graduée, en évitant l'illusion coûteuse de la prise symbolique non tenable. Les axes RN2 et RN3, les crêtes qui dominent les couloirs, les passes où l'adversaire pivote, les villages où il s'abrite dans la population, tout cela exige une combinaison d'infanterie manœuvrière, de feux précis, d'antidrones et d'unités de génie pour restaurer la mobilité. Dans cette phase, l'intégration des Wazalendo doit être pensée avec rigueur. Leur énergie patriotique est un multiplicateur de force, mais elle doit être canalisée dans une architecture de commandement claire, avec des règles d'engagement strictes, une discipline logistique, une formation accélérée aux fondamentaux, topographie, transmission, secourisme au combat, procédure anti-IED, camouflage, lutte anti-drone. Chaque initiative locale utile doit être greffée à un plan opératif unique pour empêcher l'adversaire d'exploiter la dispersion. On ne gagne pas une guerre moderne avec des élans isolés, on la gagne par la cohérence, le tempo opérationnel, la synchronisation des feux et l'aptitude à imposer à l'ennemi une lecture erronée du champ de bataille. Le M23, épaulé par le RDF, s'est habitué à la prévisibilité congolaise. Il faut donc innover, passer du réactif au proactif, faire porter la pression là où il s'y attend le moins et rendre coûteux chaque mètre carré sous son contrôle. La dimension aérienne et anti-aérienne, même modeste, devient centrale. L'adversaire a appris à utiliser des drones de reconnaissance et d'attaque pour dégrader les lignes et terroriser l'arrière. Il faut répondre par une bulle anti-drones à base de brouillage, de détection acoustique et radiofréquence, et de moyens cinétiques adaptés, sans négliger la formation élémentaire de chaque section à la discipline camouflage, dispersion, déception. Un bataillon qui sait se rendre furtif au-dessus est déjà à moitié victorieux. À l'inverse, l'usage congolais des drones ISR pour reconduire les convois, ajuster les feux, surveiller les replis ennemis,
documenter les violations et fixer des preuves pour le front diplomatique est indispensable. Et lorsque des feux de précision existent, même limités, ils doivent être réservés aux cibles à haute valeur. Dépôts, chefs tactiques, relais logistiques, ponts de passage. Mais ce réalisme militaire n'a de sens que s'il est arrimé à une stratégie diplomatique lucide. Anticiper la manœuvre de Boulos consiste à préparer la